RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et bienvenue dans cette nouvelle émission de Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues sur la santé mentale. Bienvenue tout le monde, on est ensemble jusqu'à 11h. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et aujourd'hui, on va parler du trouble de la schizophrénie. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir de retrouver Marie-Paul Pierrel. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Vous êtes, on le rappelle, présidente de l'association Bipolaire si tu savais. C'est ça. Et vous nous accompagnez régulièrement dans le cadre de l'émission Full Santé Mentale. À vos côtés, Roman. Bonjour Roman. Salut Thomas. Ton nom, j'ai toujours peur de mal le prononcer. Oui, c'est Gledzer, mais c'est pas grave. Hein. Du CREPSI. Du CREPSI. On rappelle ce qu'est le CREPSI, peut-être le rapidement. Centre Ressources Handicap Psychique en région Lorraine. Très bien. Et pour traiter du sujet aujourd'hui de la schizophrénie, nous avons le plaisir d'être accompagnés du professeur Laprévotte. Bonjour professeur Laprévotte. Bonjour. Vous êtes psychiatre au Centre psychothérapique de Nancy. Vous êtes également professeur en psychiatrie à la faculté de médecine. Et puis, vous dirigez le CLIP, ce qu'on appelle le CLIP, qui est le centre de liaison et de l'intervention précoce, c'est ça ? Exactement. Voilà, je coordonne le CLIP qui se trouve à la Maison des Adolescents, en centre-ville de Nancy, rue François de Neufchâteau. Et vous nous expliquerez tout à l'heure en quoi consiste le CLIP et quel est son intérêt et son importance même. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés également Joséus. Bonjour José. Bonjour tout le monde. Content de vous accueillir. Vous êtes personne concernée par le trouble de la schizophrénie et vous êtes également médiateur en santé père. Oui, c'est ça. Depuis le mois d'octobre. Donc je suis concerné par la maladie de la schizophrénie et aujourd'hui j'ai réussi à transformer tout le négatif de la maladie. Et on en parlera avec vous pendant l'émission. Sur le positif. Super, on est très très heureux de vous avoir à nos côtés. Merci. On a déjà eu l'occasion de se voir dans différents événements et c'est la première fois que vous venez témoigner à notre antenne, on en est très heureux. Pour commencer l'émission et comme chaque fois, nous sommes allés poser des questions aux gens dans la rue pour savoir ce qu'ils connaissaient un petit peu de ce trouble de la schizophrénie. Marie-Paul, la première question que vous avez posée, c'était quoi ? Eh bien, la première question était... Écoutez bien. Elle est pas évidente la première question. Elle est provocatrice. Très légèrement. Voilà. C'était, pensez-vous qu'il faudrait enfermer les personnes qui souffrent de schizophrénie ? Et on écoute maintenant. Non, il ne faut pas les enfermer, il faut juste les prendre en main et les emmener dans les endroits qu'il faut pour les aider. Il y a tellement de trucs sur Nancy qu'il y a moyen de les aider, quoi. Je trouve ça très agressif quand même. C'est pas forcément nécessaire de les enfermer, non. Les accompagner, oui, mais les enfermer, non. Non, je suis pas d'accord avec ça, moi. Mais... Je pense que c'est pas la solution, en fait. La solution, c'est essayer de chercher un médecin pour les aider, pas les fermer dans une place, dans un encadrement, je pense. Je crois qu'ils ont besoin d'aide, mais pas d'être fermés. Je suis pas d'accord. Parce qu'on peut les soigner autrement que les enfermer. Bon, essayons de trouver pourquoi ça serait une solution et il y a toujours un remède à tout problème. Que c'est peut-être un peu trop abusé alors que c'est pas de leur faute, c'est une maladie. Mais peut-être pas les enfermer, c'est encore pire. S'il faut les enfermer ? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut aider à ce qu'ils s'intègrent à la société, dans des centres ou des associations, mais pas les enfermer. Enfin, ça veut dire plein de choses, enfermer aussi, je sais pas. En vrai, de vrai, trouble de la mentalité, ça dépend à quel niveau. Si c'est dangereux pour les gens, ouais, je pense qu'il faudrait les enfermer. Mais si c'est pas dangereux et qu'ils peuvent suivre un traitement pour calmer ça, ouais, pourquoi pas. Mais tant qu'ils sont suivis, c'est bon. La dernière réponse, c'est un peu une réponse de Normand. Hein. S'ils sont dangereux, on les enferme. S'ils sont pas dangereux, on les enferme pas. Marie-Paul, qu'est-ce qu'on entend finalement dans ce micro-trottoir ? Ce micro-trottoir avait pour but de prendre la température, oui. Comme d'habitude, se donner une idée de ce que Monsieur Tout-le-Monde pense de la schizophrénie. Et on sait que la schizophrénie pâtit quand même d'une image assez désastreuse auprès du grand public, hein. Et notamment dans les médias, parce que souvent quand il y a un fait divers un peu inquiétant, si ça implique de près ou de loin une personne touchée, forcément on ça va en fait le entendre gros beaucoup titre. parler, bien sûr. Voilà.
Et on parlera pas de tous les autres qui vivent très bien avec ce trouble et qui sont beaucoup plus nombreux, mais on y reviendra évidemment. On parle que des trains qui arrivent. Eh bien, bien sûr, en retard. Alors voilà, donc la première question, c'était est-ce qu'il faut enfermer les personnes souffrant de troubles bipolaires? Et donc c'était un peu une provocation. Schizophrène, oui. Excusez-moi. Voilà, on pouvait craindre quand même toutes sortes de réactions. Mais alors moi, personnellement, je trouve que le résultat est plutôt positif et encourageant, pour cette question-là du moins. Oui. Pas une seule fois on a entendu parler de folie. Et même la question provoque une certaine indignation. On entend les gens dire c'est agressif quand même, non, c'est abusé. Faut pas aller trop loin. Dans le passage qu'on a entendu, on a entendu cette idée-là 6 fois quand même. Oui, c'est vrai. Au contraire, les personnes interviewées parlent d'entretenir le lien social, donc ce qui est tout le contraire de l'enfermement et d'isoler. On entend garder les gens dans la société, dans des centres, dans des associations. Donc on est bien loin d'une mise à l'écart. Mais surtout, ce que je trouve encourageant aussi, c'est que le public semble avoir intégré l'idée, la notion que la schizophrénie relève du domaine de la médecine. C'est exact. On entend plusieurs fois parler, on entend quelqu'un qui dit c'est pas la faute, c'est pas leur faute, c'est une maladie. Il y a des professionnels pour ça, il y a des traitements, des remèdes, des suivis. Donc c'est une situation dont les gens sont victimes et qui ne font que subir, quoi. C'est comme si on avait une tension trop élevée ou un taux de cholestérol trop élevé. On n'est pas responsable directement de la chose. Voilà. Alors après, quand on écoute les réponses aux 2 questions suivantes, on se rend compte qu'il y a encore du travail d'information à faire. Mais finalement, à partir de ces réponses qu'on vient d'entendre, finalement, les choses semblent quand même progresser dans le bon sens. Voilà. Alors justement, vous parliez des 2 prochaines questions. La question suivante que vous avez posée dans la rue, cher Roman. La question c'était en gros, qu'est-ce que la schizophrénie, qu'en connaissez-vous? Oui, je connais, dédoublement de la personnalité, non? Tu peux en avoir plus que ça, je crois. Genre, il n'y a pas forcément une ou 2. C'est en fonction aussi de comment tu te ressens et tout. T'as plusieurs personnalités qui changent. C'est une maladie où les personnes ne perçoivent pas la réalité comme nous on l'aperçoit. Ils entendent des voix, ils vont voir des hallucinations. C'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. Ils pensent être quelqu'un d'autre en se dédoublant. Et sauf qu'en fait, ils font la même chose. Mais des fois pire, des fois mieux. Ça dépend. Et genre, il y en a qui peuvent être très cultivés. D'autres personnages qui peuvent être un peu bêtes, on va dire. Ils peuvent se sentir enfants comme adultes. Un petit peu, oui, j'en ai entendu parler, oui, mais sans plus non plus, quoi. Il y a quoi? Les premiers symptômes, on va dire, que ça provoque des hallucinations. Je pense que c'est un peu la seule chose que je sais à ce sujet. Oui, j'avais un membre de ma famille qui était atteint par des moments de violence. Donc on a cherché pourquoi et on est remonté très loin. Il y a un retard mental, il y a une déficience. Après, dans les détails, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui s'intègrent bien dans la société et qui réussissent à faire leur vie. Je connais, mais pas trop. C'est une maladie mentale, mais pas plus que ça. Pas vraiment. Je sais que c'est un peu compliqué de le vivre, mais je connais rien du tout sur ça. Oui, je connais. J'en ai connu des schizophrènes. Ouais. Je me rappelle, j'étais en seconde et moi j'ai toujours été délégué de classe. Et il y avait un élève de la classe où j'étais délégué, il souffrait de schizophrénie. Ça veut dire qu'il avait, je crois, l'infirmière, parce qu'on a fait un conseil de discipline, et il y avait une infirmière, ses parents et tout, et ils ont dit qu'il avait 3 mentalités. Et du coup, il se souvenait vraiment pas que lui, il avait fait que certaines choses. Un petit raccourci, schizophrène, conseil de discipline. Une petite question également que j'ai envie de poser à notre témoin, Joséus. Vous vous sentez plutôt très cultivé ou bête? Parce qu'on l'entend quand même dans ce micro-trottoir. Je plaisante évidemment, José, mais Roman, qu'est-ce qu'on retient de ce micro-trottoir? Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des interrogés nous disent « j'en ai entendu parler, je connais ça », mais en réalité, lorsqu'on creuse un peu pour avoir quelques détails, c'est encore une pathologie peu connue. Au moins dans les symptômes et la réalité, quoi. Il revient notamment de fausses représentations, comme le dédoublement de personnalité, avoir plusieurs personnalités. Ça, c'est peut-être que le professeur Laprévotte pourra revenir Je pense qu'on y sur la compréhension entre la schizophrénie et le trouble de l'identité multiple, dont il s'agit. Cette incompréhension est générée par le champ médiatique, utilisé à tort et à travers le terme de schizophrène pour parler du discours de telle ou telle politique, par exemple, pour illustrer un double langage ou l'ambivalence. Cette utilisation participe d'une mauvaise connaissance avec de fausses idées sur ce trouble. Cela entraîne un sentiment de stigmatisation des personnes concernées par leur peur liée à cela.
D'autres nous disent que les personnes schizophrènes ont un retard mental ou une déficience, ou que ce sont des personnes un peu bêtes. Un autre interviewé nous dit que ce sont des personnes très intelligentes, etc. Cela montre une réelle méconnaissance de cette maladie, de ce trouble, avec également des personnes nous disant que c'est compliqué à vivre ou que les personnes vivent comme tout le monde. Donc il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. Par contre, une personne nous expliquait plus finement les symptômes de ce trouble, en disant perception différente de la réalité, que les schizophrènes entendent des voix ou ont des hallucinations. Donc ça, il y a quand même un peu de juste là-dedans. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes et d'inexactitudes autour de ce trouble, et que cette émission est là pour déconstruire ces idées reçues qui s'accrochent vraiment fermement, malheureusement. Elles existent encore et on va tout faire évidemment pour expliquer que ce sont effectivement des idées reçues, des idées fausses. Roman, la dernière question que vous avez posée aux gens dans la rue, c'était... Du coup, c'est est-ce qu'on peut en guérir ? En guérir, je pense pas. Mais soulager, oui. Oui, je pense que ça peut être faisable, oui. Je sais pas si c'est le cas, mais je pense, oui. En étant accompagné. Je pense pas. Je pense que c'est... Sur mes connaissances, je pense que c'est une maladie... Pour toujours, c'est une maladie chronique. Je crois que c'est un syndrome qui se guérit pas. Ça, non, c'est rien du tout. Je sais pas du tout. Sauf si, je sais pas si par exemple il y a eu un choc et que ça arrive à... Si on arrive à l'arrêter ou à le changer, c'est peut-être en fonction surtout de la personne. Ça, j'aime pas parler sans science. Et sérieusement, je sais pas du tout. J'ai jamais vu un schizophrène guérir. En guérir complètement, je pense pas. Parce que je pense que c'est une pathologie de naissance. Ouais, je pense que c'est génétique, à 90%. Franchement, je sais pas, mais je pense que non. Mais je pense qu'il y a un traitement pour ça. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a un traitement pour tout. Donc, après, il y a des traitements pas pour tout non plus, mais je pense qu'avec les recherches qu'il y a de plus en plus dans le monde, on trouvera quelque chose qui pourrait quand même les soigner, je pense. En santé mentale, on ne parle pas de guérison, mais on parle de rétablissement. Donc on ne guérit pas, mais on apprend à vivre avec et à gérer les symptômes. Voilà une réponse un peu juste sur la fin et beaucoup de choses qui ont été dites. C'était Stéphanie qui parlait à la fin. J'ai bien noté effectivement la voix de Stéphanie Petit qui travaille sur cette émission avec nous. Voilà. Beaucoup de choses ont été dites. Roman, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots? Certains parlent de soulager, d'accompagner les personnes, que la maladie est parfois génétique ou chronique, qu'il faut un traitement, etc. Les réponses sont plutôt satisfaisantes au vu de la question précédente, avec beaucoup d'empathie de la part des personnes qu'on a rencontrées lors de ce micro-trottoir. Par ailleurs, la grande majorité des interviewés pensent qu'on ne peut pas guérir de ce trouble, et à juste titre, comme le dit Stéphanie en conclusion, on apprend à vivre avec ce trouble et on tente l'aventure du rétablissement. Peut-être que José, notre témoin du jour, pourra évoquer son parcours de rétablissement qui l'a amené jusqu'à nous aujourd'hui. Voilà, et c'est même évident qu'on en reparlera avec Joséus dans quelques instants. Je vous propose dans un instant qu'on puisse un petit peu détailler ce qu'est la schizophrénie, ou peut-être ce que sont les schizophrénies, ou voilà, vous nous expliquerez ça dans un instant, professeur Laprévotte. Le temps pour nous d'écouter un titre de Renaud. Alors José, je me tourne vers vous. Ce titre de Renaud qui est un titre magnifique, un des plus beaux, je trouve, du répertoire de Renaud, mais qui a aussi un sens pour vous dans votre vie. Vous voulez bien nous présenter ce titre? Je le précise, c'est Morgane de Toi. Oui, Morgane de Toi, qui fait référence à une petite fille, Lola, ma fille. Donc voilà, spéciale dédicace pour toi, Lola. Et vous nous réexpliquerez tout à l'heure un petit peu que votre vie de personne touchée par la schizophrénie a commencé avec Lola, c'est bien ça? Lola n'était pas encore née, mais était dans le ventre de sa maman. Et voilà, choc émotionnel pour ma part, pour mon histoire de vie. Mais Lola a toujours su me raccrocher aux branches. C'est ça. Elle est aujourd'hui une vraie raison de vivre aussi et d'être heureux dans la vie. On écoute tout de suite Morgane de Toi de Renaud dans Full Santé Mentale. Merci pour ce très beau choix, José. 10h, 11h. Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et aujourd'hui, nous parlons du trouble de la schizophrénie avec vous, professeur Laprévotte. Je rappelle que vous êtes psychiatre au Centre psychothérapique de Nancy, professeur en psychiatrie à la faculté de médecine, et puis que vous êtes aussi coordinateur du CLIP, et ça, on va en parler dans quelques instants. Mais avant, si vous le permettez, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que c'est la schizophrénie. Est-ce qu'on peut définir la schizophrénie ?
Oui, on peut la définir, tout à fait. Alors, mais simplement, généralement, on évite de parler de la schizophrénie, parce que la schizophrénie, c'est quand même très réducteur, souvent, et puis on a l'impression que c'est un bloc unique. Or, quand on utilise vraiment les termes médicaux, on parle plutôt des troubles du spectre de la schizophrénie, comme on parle d'ailleurs maintenant des troubles du spectre autistique. Hein, exactement. Quand on désigne ce qui s'appelait autrefois l'autisme, c'est un peu la même affaire, c'est-à-dire que vraiment on a un spectre beaucoup plus large que la schizophrénie. Et la schizophrénie, d'ailleurs, telle qu'on se la représente souvent, c'est en fait, ça n'est pas la forme la plus fréquente. Et il y a d'autres formes, simplement quelques épisodes, par exemple, qui peuvent être bien plus fréquents. Voilà. Alors, quand vous dites que c'est pas la forme la plus fréquente, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Que la schizophrénie, c'est quelque part un curseur qu'on a placé qui dit qu'à un moment donné on atteint la schizophrénie. Ouais, c'est un peu comme un curseur en termes d'évolution. Souvent, c'est en termes d'évolution et d'âge qu'on peut se dire ça, et de durée des troubles, qu'on peut commencer à dire ça. Maintenant, on adopte beaucoup plus une approche un peu par stade sur ces questions-là. C'est-à-dire que effectivement, les troubles schizophréniques, c'est un stade. On peut même dire qu'il y a des stades derrière qui sont les troubles schizophréniques résistants, les formes les plus résistantes au traitement. Ceux-là sont rarissimes, mais ils existent. Le trouble schizophrénique est un stade, mais il y a d'autres stades avant, et ces stades-là, il est très très important d'en parler parce que ce sont les plus fréquents. Par exemple, le stade d'épisode psychotique, un épisode psychotique unique, un premier épisode, ou bien des épisodes psychotiques qui se sont succédés, 2-3 épisodes, bien ça c'est beaucoup plus fréquent. Et c'est important d'en parler, ça concerne plus de monde, ça se soigne tout aussi bien. Et on sait que plus on voit les gens tôt, plutôt à ce stade d'épisode, plus on peut arriver à avoir des résultats très probants. Vous parlez d'épisodes psychotiques. Comment on peut comprendre ce qu'est un épisode psychotique aussi pour bien cerner? Parce que c'est dans l'esprit de tout le monde, c'est pas quelque chose de facile à comprendre. Ouais. Ce qui se passe dans ces maladies-là, c'est vraiment... Quelqu'un l'a dit là dans le micro-trottoir, quelqu'un disait, voilà, il y a une perte de contact avec la réalité. Ben voilà, c'est un peu ça. C'est comme si le cerveau ne fonctionnait plus tout à fait comme d'habitude et se mettait à traiter différemment la réalité. Par exemple, traiter la réalité comme plus menaçante envers soi-même. C'est un symptôme assez fréquent. Et donc, alors ça peut être très, très perturbant. Ça peut être associé, par exemple, à des hallucinations. Quelqu'un l'a dit aussi. Donc, je perçois quelque chose alors que, en fait, cette chose n'est pas là, n'existe pas. Souvent, par exemple, des bruits, des voix. Eh bien, ça, ce sont vraiment des éléments essentiels. Et puis à ça, s'ajoute comme une sorte de perte de tout un tas de petits automatismes qu'on a d'habitude, des petits automatismes qui font qu'on a eh bien, un comportement tout à fait fluide avec les autres, quand on discute, quand on parle ensemble. Et bien là, il y a comme s'il y avait ces petits automatismes qui se déréglaient un peu et que finalement, eh bien, on adoptait une sorte de comportement un peu automatique, un peu différent. Eh bien, l'ensemble de ces troubles-là, c'est un peu les symptômes auxquels on fait attention pour poser le diagnostic, soit de troubles schizophréniques, soit d'épisodes psychotiques qui peuvent effectivement précéder ou non un trouble schizophrénique. Beaucoup de gens parlent de plusieurs personnalités pour les gens qui souffrent de schizophrénie ou de troubles de la schizophrénie. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des épisodes psychotiques ou c'est une pure légende? Alors, je suis bien content qu'on puisse revenir sur ce sujet-là pour pouvoir se dire une bonne fois pour toutes que non, ça n'a rien à voir. Dédoublement de personnalité, cela n'a rien à voir vraiment. Alors effectivement, Romain l'a dit tout à l'heure, il y a des troubles comme ça qui peuvent effectivement mimer cela. Par exemple, le trouble dissociatif de l'identité, c'est une forme de trouble anxieux très important, mais qui est très éloigné des troubles schizophréniques, qui ne se soignent pas du tout de la même manière, qui n'ont pas du tout les mêmes origines. C'est vraiment très différent, ce n'est pas la même fréquence non plus dans la population. Donc, on est vraiment sur des choses totalement différentes. Donc double personnalité, non. Vous parlez du nombre de personnes qui sont touchées par les troubles, par exemple, de personnalité. Sur le trouble de la schizophrénie, il y a beaucoup de gens qui sont concernés aujourd'hui, ou bien c'est quelque chose d'assez rare? Alors, on considère pour les troubles schizophréniques que c'est 0,5 à 1% de la population. Voilà, donc
tout dépend à partir d'où on met le seuil fréquent ou rare. Vous voyez ce que ça représente, c'est quand même pas mal de monde. C'est pas mal de monde, oui. Et puis surtout, si on considère les épisodes qui sont plus atténués, comme les épisodes psychotiques dont on parlait tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 5% facilement de la population. Et dans ce cas-là, surtout des personnes jeunes. Parce qu'il y a un point particulier, c'est que ça commence plutôt dans des âges jeunes. Alors justement, parlons-en. Vous coordonnez donc le CLIP. On va redire ce qu'est le CLIP. C'est le Centre de liaison et d'intervention précoce. Donc, et dans ce que vous nous dites, l'objectif, c'est de détecter rapidement, dès qu'il y a ces épisodes psychotiques, aussi légers soient-ils. Comment on fait ? Parce que ça paraît extrêmement compliqué. Je vous entendais nous dire, c'est des petites pertes d'automatisme, mais c'est pas quelque chose qui se voit facilement ou qu'on peut même constater soi-même facilement ? Alors, non, certes, ces petites pertes d'automatisme ne sont pas forcément faciles à repérer. Ils peuvent être très gênants au quotidien, mais ce n'est pas ceux-là qui sont les plus faciles. C'est sûr que quand on parle, par exemple, des principaux symptômes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire notamment la présence du délire, la présence d'hallucinations, ça c'est ce qu'on appelle les symptômes positifs, eh bien... ces symptômes positifs-là, d'abord, ils sont beaucoup plus faciles à repérer. Il faut savoir que quelqu'un qui souffre d'un premier épisode, en moyenne, il va accéder au traitement après 1 à 2 ans de symptômes. Et 1 à 2 ans de symptômes qui peuvent parfois être très bruyants. Il faut se représenter ce que ça veut dire que d'avoir des hallucinations, d'avoir l'impression de voix qui vous parlent, ou encore d'avoir du délire avec une modification très profonde de son rapport à l'autre. Le délire, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être un délire de persécution, l'impression qu'on vous en veut, et ça modifie fondamentalement la relation qu'on a à son environnement. Enfin, on peut changer très facilement de vie. Ça a des conséquences énormes. 1 à 2 ans avant d'arriver au traitement. C'est très très long. Les symptômes positifs, en fait, quand vous dites positif, en fait, c'est dans le sens où ils s'ajoutent, où c'est quelque chose qui a en plus dans la tête, quoi. Enfin. Voilà, c'est ça exactement. Oui. Merci de le préciser. Positif, c'est pas dans le sens c'est sympa. Voilà, c'est vraiment pas sympa d'avoir ce genre de choses. Donc effectivement, on dit il y a des symptômes positifs parce que ça, c'est comme si c'est quelque chose qui s'ajoutait au fonctionnement normal. C'est aussi parce que il y a d'autres symptômes qui sont des symptômes négatifs. C'est-à-dire par exemple le retrait social, le fait que je me retire de mon environnement social habituel. J'ai plus de mal à aller vers les autres, mais aussi à faire mes études, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes négatifs. Comment on peut accompagner quelqu'un vers le diagnostic ? J'ai autour de moi des gens, à quel moment je peux me dire tiens, peut-être qu'il faut que j'accompagne cette personne à se poser la question et à aller voir un psychiatre, parce que je crois que c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Oui, clairement, là, c'est quand il y a des symptômes comme ceux dont on vient de parler, vraiment du délire, des hallucinations, là, il n'y a pas de doute, cela relève vraiment du psychiatre et le plus vite possible. Donc ça c'est un premier point. Après, c'est vrai, comme on se le disait tout à l'heure, il peut y avoir des symptômes annonciateurs qui sont plus discrets. En fait, on s'est aperçu depuis les années 80-90 que chez 80% des patients, il y a des symptômes plus discrets qui arrivent avant. Le délire, souvent, il n'arrive pas comme ça, bam, d'un coup, de manière très brutale, très forte et très brutale, mais ça commence par des petites modifications, des sensations, etc. Et de ça, parfois, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Ça peut aussi générer une sorte un peu de cassure dans le parcours de vie habituel. C'est d'un coup, je commence à avoir de moins bons résultats à l'école ou à la fac, des choses comme ça. Et donc ça doit alerter aussi, quand on commence à avoir... C'est un peu des signaux faibles, en fait. Oui. C'est ça. Mais parce que ce que vous disiez, c'est des troubles qui arrivent jeunes en général, c'est ça, quand on parle des troubles de la schizophrénie. Et donc, quand vous parliez tout à l'heure d'avoir des sensations ou des modifications, c'est aussi aux parents de s'alerter dans ces cas-là ? Oui, ça peut être vraiment les parents qui s'alertent, mais on peut tout aussi bien avoir le jeune qui, de lui-même, s'inquiète d'un certain nombre de signes. Parfois, c'est les copains aussi, ça peut arriver. Mais oui, bien souvent, les parents sont aux premières loges, évidemment, pour voir un certain nombre de ces choses-là. Comme vous dites que ça se déclenche souvent, ça commence à arriver pendant l'adolescence finalement.
C'est ça qui est aussi difficile. Oui, parce que c'est une tranche d'âge, on le dit, vous avez raison Marie-Paul, c'est une tranche d'âge où pour les parents c'est difficile de comprendre ce qu'est la limite de l'adolescence normale, on va dire, et de l'adolescence de quelqu'un qui pourrait souffrir d'un trouble de la schizophrénie. C'est vrai. Hein, c'est une question qui peut se poser. C'est pour ça que quand il y a le doute, l'intervention d'un professionnel peut aider aussi à s'y repérer. Hein. On risque pas de penser, oh là là, j'en fais trop, je vais pas commencer à m'inquiéter à tort, je vais pas lui mettre la pression. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux de temps en temps vérifier les choses et aller voir. Moi, j'adorerais qu'on puisse aller voir le psychiatre comme on va voir le dermatologue quand on a un problème sur un grain de beauté. Voilà. C'est pas le cas actuellement dans notre société pour des tas de raisons. Parce que des psychiatres, il n'y en a peut-être pas assez, beaucoup, ou pas assez disponibles, mais aussi parce que aller voir le psychiatre, ça fait peur. Oui, c'est ça, il y a aussi toute une image du psychiatre qui n'est pas évidente. On pense peut-être aussi que le psychiatre, c'est une indication quand la situation est vraiment difficile. Peut-être pas, on ne pense pas tout de suite à la prévention forcément. Ah oui, et pourtant la prévention, ça peut vraiment avoir du bon. Ça peut vraiment aider et faire en sorte qu'on puisse intervenir très très tôt. Vous avez réalisé des études d'ailleurs là-dessus, au clip, pour vous apercevoir que plus on intervient tôt, plus on a de chances de limiter, on va dire, la force de l'épisode psychotique. Alors, c'est pas nos études au clip qui ont démontré ça, c'est des études antérieures qui nous ont convaincus de monter le clip. Mais il y a des études maintenant très solides qui nous montrent que si on arrive à intervenir très tôt, très tôt, donc dans ces stades qui sont annonciateurs, on parle parfois de syndrome de psychose atténuée, donc vous voyez, c'est vraiment la forme atténuée. Eh bien, si on intervient comme ça, on peut arriver à prévenir jusqu'à 1 cas sur 2. Donc ça, c'est révolutionnaire pour la psychiatrie. Et c'est conséquent, 1 cas sur 2, c'est énorme. Oui. Et c'est révolutionnaire parce que pendant longtemps, on a cru que le trouble était inexorable dans sa progression, qu'on ne pouvait pas l'arrêter, qu'on pouvait juste un peu pallier, calmer les choses, etc. Mais non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. On peut vraiment bouger les choses, faire quelque chose. Voilà. Tout à l'heure, quelqu'un disait que c'était souvent génétique. De naissance. De naissance, génétique. Alors, oui, non, c'est comme une... Moi, j'ai une piste, que c'est le psychome qui nous dit ça. À ce jour, il n'existe aucune cause biologique, génétique ou neurologique identifiée de la schizophrénie. Alors, est-ce que c'est juste ? Alors, le point, c'est qu'en fait, il y a une base génétique, mais qui n'est pas une cause unique qui explique tout le trouble. Et il y a ce qu'on appelle une vulnérabilité biologique qui est causée soit par des facteurs génétiques, soit aussi par des facteurs autour de la naissance. Par exemple, dans les troubles du spectre de la schizophrénie, on sait qu'il y a eu plus de maladies infectieuses au moment de la naissance, que ce soit de la maman ou de l'enfant. Il y a eu plus d'événements comme ça autour de la naissance. Donc vous voyez, il y a une question de patrimoine génétique et une question autour de la naissance. C'est ce qui forme la vulnérabilité. Mais cette vulnérabilité ne suffit pas en elle-même à déclencher la maladie, et elle se confronte généralement plus tard dans la vie à des facteurs de stress plus ou moins importants, éventuellement aussi à l'absence de facteurs protecteurs qui vont faire que la maladie va se déclencher. Un des facteurs de stress les mieux mis en évidence, c'est la rencontre avec l'usage de cannabis. Ah ouais. Ce n'est pas une règle absolue, c'est pareil que pour la génétique. La présence du cannabis n'est ni nécessaire ni suffisante pour déclencher la maladie, mais chez un certain nombre de jeunes, la rencontre du cannabis va être quelque chose qui va être un facteur qui va contribuer à la décompensation de cette vulnérabilité biologique. Donc on l'a bien noté, s'il y a des doutes, évidemment, si on le peut, on va consulter rapidement des spécialistes, c'est l'idéal. Maintenant, la question, c'est si on souffre du trouble du spectre de la schizophrénie, on peut se soigner. Il y a des choses qui existent aujourd'hui. Oui. Vraiment, on peut se soigner. Il y a évidemment des questions de médicaments. Oui. Voilà, il y a des médicaments qui aident à vraiment contrôler certains symptômes, les symptômes positifs dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, on peut vraiment aider la personne à reprendre le contrôle de ses symptômes en utilisant des médicaments qui s'appellent les médicaments antipsychotiques. D'accord. Ou neuroleptiques.
Alors non, moi Non, je dis on dit pas. antipsychotique D'accord. parce que neuroleptique, ça veut dire qu'il écrase les nerfs. C'est comme si on désignait un médicament par son effet secondaire. C'est un effet secondaire, on veut éviter ça. Et donc c'est un petit peu comme si on appelait les antibiotiques des médicaments qui donnent la diarrhée. Bon, on aurait moins envie Bon, cela dit, des fois, ça serait peut-être bien de le dire aussi pour ceux qui en prennent pour tout. Alors il faut prévenir, je suis d'accord, mais effectivement, c'est pas le... C'est vrai que c'est pour ça qu'on appelle ça antipsychotique désormais beaucoup. Et on utilise plutôt les générations les plus récentes. Et l'idée, vraiment, c'est d'utiliser ce qu'on dit la dose minimale efficace, la plus petite dose possible. Donc commencer tout doucement et s'arrêter à la dose qui est suffisamment efficace. C'était pas le cas il y a 20 ans en psychiatrie. Hein. C'est un peu l'inverse. Exactement, ce qui leur donne mauvaise réputation. Mais ça n'est plus du tout la manière dont on doit les utiliser actuellement et dont les recommandations nous disent de les utiliser. Un accompagnement psychologique, ça peut aussi simplifier la vie quand on souffre de troubles... C'est indispensable. C'est-à-dire que les autres pans du traitement... Ok, il y a les médicaments, c'est très bien, mais les autres pans du traitement, c'est l'accompagnement. Alors, il y a un accompagnement psychologique ou psychothérapeutique dans le sens où il y a de la psychothérapie qui peut vraiment aider par exemple sur des questions de gestion du stress, mais aussi des psychothérapies directement ciblées sur les symptômes positifs comme les hallucinations, le délire. Ça, c'est un point. Et puis, il y a plus important encore peut-être, tout le travail de réhabilitation, c'est-à-dire vraiment tout le travail de restauration d'une vie personnelle satisfaisante. Voilà. Ça, c'est pas forcément une affaire de médecin, hein, je le précise tout de suite, mais c'est très important d'y penser. Les médiateurs santé pairs peuvent peut-être aussi accompagner et aider sur ce registre-là, et on en reparlera dans un instant avec notre témoin José Huss. D'ailleurs, je vous propose qu'avant de mieux rencontrer José, on écoute maintenant un titre que vous avez choisi, José, et que le professeur Laprévotte a largement validé, je crois. Les Mains d'Or, Bernard Lavilliers. Pourquoi cette chanson et pourquoi vous, professeur Laprévotte, vous avez dit c'est une bonne idée. José. Tout simplement parce que ça parle du travail des ouvriers notamment, mais voilà, moi depuis la maladie, je suis en intermittence par rapport au travail. J'enchaîne des arrêts de travail, etc. Je retravaille ensuite. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué. Et voilà, j'aimerais aujourd'hui pouvoir travailler paisiblement et avec beaucoup de motivation en tout cas, quoi. Vous allez nous en reparler dans un instant. Et vous, professeur Laprévotte, vous avez du très bon choix. Alors, je vous avoue que c'est totalement par goût personnel, mais aussi parce qu'effectivement, il y a quand même une question de dignité du travail dans cette chanson qui est très belle. Eh bien, on écoute tout de suite Bernard Lavilliers avec les Mains d'Or sur RCN. 10h, 11h. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et ce matin, dans l'émission, nous parlons des troubles du spectre de la schizophrénie avec le professeur Laprévotte, un psychiatre au CPN de Nancy, Centre psychothérapique de Nancy. Et à mes côtés également, et je suis très heureux de vous accueillir, José. Ça fait un an qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et vous avez tout un parcours qui m'avait touché quand on avait discuté ensemble et qui, on va le voir, vous allez nous le raconter, mais aujourd'hui, vous amène à accompagner des personnes qui souffrent d'un trouble. C'est ça. Comme je le disais au début de l'émission, aujourd'hui, j'ai réussi à faire une force de ma maladie, où c'était plutôt négatif au début de la maladie et pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, je suis devenu médiateur de santé pair. J'attends une formation prochainement et je travaille actuellement au centre post-cure, donc un service du CPN, du centre psychothérapique de Nancy. Et le CPC, le centre post-cure, accueille des personnes qui sont stabilisées, mais où l'on va apporter beaucoup plus d'autonomie et un retour vers la vie dans la société, retrouver un lieu de vie, un appartement, etc. Avant d'en arriver là, vous nous l'avez dit, ça a été dur. Vous avez vécu des années un petit peu, même clairement compliquées. Oui, ça a été compliqué et encore. Je pense que je suis pas... je suis en bas de l'échelle de la maladie.
Je pense qu'il y a des personnes qui souffrent beaucoup plus que moi, que j'ai pu souffrir. Alors vous nous avez expliqué un petit peu tout à l'heure que lorsque vous apprenez que vous allez être papa, c'est là que les premiers symptômes apparaissent ? Oui, c'est ça, c'est ni plus ni moins qu'un choc émotionnel. J'étais pas prêt à être papa. Et ma petite fille va naître. Et dans l'année de grossesse de la maman, les premiers symptômes apparaissent. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Et finalement, j'ai 4 ans d'errance à peu près. Donc là, c'était en 2004. Et en 2008, suite à du temps passé avec mes parents, et vraiment plongé dans des délires d'interprétation ou de concernement aussi, on peut parler de concernement. Je suis hospitalisé et le diagnostic tombe. Voilà, monsieur Huss, vous êtes schizophrène. Alors, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas schizophrène, je suis une personne atteinte de schizophrénie, ce qui change tout. C'est important, ça, de le dire, d'ailleurs. Je me tourne vers le professeur Laprévost. C'est souvent quelque chose qu'on entend, d'ailleurs, de ne pas être défini par sa maladie, mais par nous. C'est ce que disait Luc Vigneault, je suis une personne, pas une maladie. Voilà, c'est ça. Et on souffre d'une maladie, c'est très différent. Donc, je salue le docteur David Masson qui m'a apporté cette vision autre que de l'étiquette qu'on a sur le front de schizophrène. Donc hospitalisation, traitement, arrêt de traitement, rechute, deuxième hospitalisation, nouveau traitement, etc. Un suivi, un parcours de soins au début de la maladie. Quand je parle de symptômes d'interprétation, on peut parler par exemple d'une émission de télévision ou même de radio, on y est, où tout ce qui est dit, tout ce qui a juste un mot peut faire résonner en moi un sentiment de persécution, une voiture de police. Alors on parlait de cannabis tout à l'heure, moi j'y suis passé, donc ça a aggravé pas mal les choses. Aujourd'hui, j'ai stoppé la consommation de cannabis. Il m'a fallu quand même quelques années. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis, je pense, l'arrêt du cannabis, de diminuer les symptômes. Alors bien sûr avec le traitement médicamenteux, le suivi au niveau des médecins psychiatres et aussi des infirmiers, puisque j'ai été suivi dans un CMP. Centre, on peut dire ce qu'est un CMP, peut-être pour les gens qui savent pas. Centre médico-psychologique, pardon. Donc voilà, donc ça fait aujourd'hui 18-19 ans que je suis suivi pour cette pathologie. Donc je tiens aussi à parler de mon rapport avec le travail. Avant la maladie, j'étais éducateur sportif. Je travaillais dans des établissements de bain, donc maître nageur, ni plus ni moins. Forcément, la maladie, travailler avec le public n'était plus compatible. À un moment donné, ma direction a choisi de me reclasser. D'accord. J'ai été reclassé au service des sports, à la direction des sports, pour un travail de terrain mais administratif, où je n'étais plus forcément en relation avec le public proprement dit. Et puis des difficultés à assumer ma vie quotidienne. Et à un moment donné, petite rechute, mais moi je m'en apercevais pas. Et j'ai décidé de tout abandonner. Donc j'ai donné mon préavis pour libérer mon appartement que j'avais à l'époque. Et j'abandonnais tout. Et je voulais partir à l'aventure. Ça a résonné un petit peu chez ma petite sœur, qui en a parlé directement à mes parents. Et de là, alors j'ai très mal pris les choses au départ, mais j'ai été de nouveau hospitalisé. Donc au total, j'ai eu 3 hospitalisations, mais sauf que la 3e hospitalisation,
Elle était sous contrainte, donc à la demande d'une tierce personne, notamment mon papa. Et je pense qu'ils ont finalement bien fait. Leur but à eux, c'était de me protéger, ni plus ni moins, parce que je me mettais en danger. Donc 3e hospitalisation, compliquée. Finalement, je suis pas resté longtemps à l'hôpital. Et j'ai repris ma vie derrière tout doucement, en essayant de me réintégrer. Et puis, à la maladie, c'est associé une chose que d'autres personnes peuvent connaître aussi, c'est la dépression. Donc, très grosse dépression, plus de motivation, plus de goût à la vie. Je suis aussi passé par des tentatives de suicide, enfin, notamment une. Ce qui m'a retenu, vous avez entendu la première chanson tout à l'heure, voilà. Elle s'appelle Lola. J'oublie pas non plus ma famille, mes amis, mais voilà, ça a joué beaucoup. Et puis, donc, de nouveau, un arrêt de travail. Et je suis passé en ce qu'on appelle en congé longue durée. Donc, une longue période d'arrêt de travail. Et puis, en discutant avec mon médecin psychiatre, qui me suit au CMP, on aborde le sujet d'un bilan cognitif, puisque je me posais des questions. On parlait tout à l'heure, à savoir le niveau intellectuel ou social des personnes atteintes de schizophrénie. Je fais un bilan cognitif. Pour ma part, j'ai de la chance, il est plutôt positif, justement. Donc, ce qui m'a rassuré. Et de là, donc je rentrais dans une phase, dans ce qu'on appelle le rétablissement. Donc, c'est-à-dire que les symptômes sont vraiment diminués et on reprend un petit peu, on redevient en tout cas acteur de sa vie. On peut parler d'empowerment. Et puis, j'ai fait une rencontre donc au service cure du CPN, donc le Centre universitaire de remédiation et de rétablissement, où j'ai rencontré une équipe de soins, infirmiers, neuropsychologues, ergothérapeutes, et notamment une personne à part entière, une collègue aujourd'hui, médiatrice de Santé Père, Sandrine. Voilà. Sandrine, qui est quelqu'un d'important pour vous. Oui. Elle vous a quelque part aujourd'hui emmené sur la voie de ce que vous êtes en train de devenir professionnellement, c'est-à-dire médiateur de Santé Père. C'est ça. Elle a su... Alors, nous avons 2 pathologies différentes, mais avec des similitudes. Elle est plus... on parle plus de bipolarité. Pour moi, on parle, on va dire, de troubles de la schizophrénie. Du spectre. Voilà. Mais, cela dit, voilà, tous les entretiens que j'ai pu avoir avec elle, elle a su souvent, très souvent, même presque tout le temps, avoir les mots justes, trouver des moyens de me redonner de l'espoir, de la motivation. Ce que je lui ai dit une fois, et voilà, je vais en reparler. À l'époque, je portais pas de lunettes, mais en tout cas, j'image ça comme ça. À un moment donné, de par son accompagnement, elle a su me dire, voilà, José, il y a une paire de lunettes sur la table, mets-les, tu vas voir, tout va s'éclairer. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, vous portez des lunettes. Et maintenant, je porte des lunettes. Et donc, vous allez également, et vous avez déjà commencé, accompagner des personnes qui souffrent d'autres troubles pour aller vers ce qu'on pourrait appeler le rétablissement. Malheureusement, on va devoir déjà presque aller... on arrive au terme pratiquement de cette émission. Et si vous le permettez, je voudrais juste peut-être définir très rapidement ce qu'est un médiateur de Santé Père, mais très très rapidement. Et puis ensuite, j'ai quelques questions rapides à vous poser pour synthétiser tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici. En 2 mots, vraiment, José, c'est quoi votre mission de médiateur de Santé Père? Alors, la mission de médiateur de Santé Père, c'est ni plus ni moins, pour faire court, essayer d'apporter de l'espoir aux personnes en difficulté face à la maladie. C'est aussi, comment je pourrais dire, pouvoir accompagner et guider vers les soins, permettre aux personnes, si vous voulez, je fais
une des missions, c'est peut-être de faire un petit peu le lien entre le patient et les équipes de soins, où de temps en temps, il y a des barrières qui se créent, et c'est en tout cas essayer de casser cette barrière pour pouvoir, de par mon expérience personnelle, apporter du réconfort et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'espoir. Ce que Sandrine a réussi à faire avec moi. Voilà, et peut-être que d'autres porteront des lunettes grâce à vous. Je propose pour finir cette émission, et merci José beaucoup pour la confiance que vous nous accordez en nous racontant votre histoire. On est toujours très touchés dans cette émission, des témoignages des personnes qui viennent se raconter ici, et votre témoignage, vous le savez, m'avait déjà touché, mais me touche encore beaucoup aujourd'hui. Je voudrais qu'on finisse par un petit vrai-faux un peu rapide, pour essayer de mettre une dernière fois les pieds dans le plat, pour bien comprendre et que nos auditeurs comprennent bien. Est-ce que je pose la question, vous pouvez tous répondre, d'accord ? Les patients schizophrènes ne peuvent pas travailler. Faux. Vrai. Ah, voilà. Disons que, voilà, c'est ça, si j'entends bien, on peut pas toujours faire exactement ce qu'on voudrait, mais on peut quand même travailler. Ouais. Ça dépend quand. Ouais, c'est ça. Ça dépend à quel moment. C'est ça, ouais. Les patients schizophrènes, alors je vais dire plutôt qu'ils souffrent de troubles du spectre de la schizophrénie, sont mentalement retardés. Ah non, archi faux. Oui, ça a été dit tout à l'heure à un moment dans un micro-trottoir, mais non, vraiment, on ne peut pas dire ça. Il n'y a pas de retard mental, absolument pas. Et même, quelqu'un parlait de déficit tout à l'heure. Non, il peut y avoir à certains moments des troubles cognitifs, mais ils ont des solutions, ils ont des réponses, ces troubles cognitifs. Est-ce qu'on peut dire très brièvement ce que c'est un trouble cognitif ? Alors, ça peut pas se définir pour une personne qui ne saurait pas ce que c'est. Oui, ça peut pas. Ah oui, définir un trouble cognitif, pardon. Oui, c'est-à-dire par exemple des troubles de certaines fonctions comme la mémoire, l'attention, la rapidité de raisonnement, par exemple. Très bien. Concentration aussi. Quand on vieillit. C'est des choses qu'on peut éprouver, oui, quand on vieillit, tout à fait. La schizophrénie provoque un dédoublement de personnalité. On l'a dit. Faux. Les drogues peuvent être à l'origine de la schizophrénie. À l'origine, non, mais peuvent, entre guillemets, déclencher, favoriser si un terrain... Complètement d'accord, et j'ajouterai un tout petit truc, si on a 30 secondes, c'est que vis-à-vis du cannabis, il y a quand même vraiment un drapeau rouge pour moi, c'est si on déclenche des idées délirantes sous cannabis. Si on déclenche des idées délirantes sous cannabis, alors ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très très attention et se dire là, il y a peut-être un risque. Ouais. Le stress peut être un élément déclencheur de la schizophrénie ou du trouble de la schizophrénie. Oui, en partie, oui, c'est en partie vrai, mais c'est jamais suffisant. Mais oui, il y a une composante de stress. 3 dernières questions. Les femmes sont plus touchées que les hommes. On le lit. Non, c'est faux. Simplement, ça se déclenche plus tard chez les femmes. D'accord. Les schizophrènes sont dangereux. Alors, je pense qu'on peut tous répondre en même temps, quasiment non. Pas plus qu'en population générale. Et peut-être donner quelques chiffres rapidement. Marie-Paul, vous aviez quelques chiffres qu'on peut se partager aussi. Mais... Eh bien, les personnes qui souffrent de troubles mentaux ne sont que rarement impliquées dans une violence faite à un tiers. Et en fait, 3 à 5% seulement des actes de violence réduits à des personnes souffrant de troubles mentaux, et encore, ça englobe d'autres pathologies. Elles sont 7 à 17 fois plus fréquemment victimes elles-mêmes de violences que la population générale. Et puis un mot aussi, si elles sont dangereuses, elles le sont plus pour elles. Les personnes qui souffrent de schizophrénie. Le risque de suicide est multiplié par 10 quand on souffre de schizophrénie, donc ça c'est un point extrêmement important. 12 à 15%, là, le chiffre que j'ai là, 12 à 15% des personnes souffrant de troubles schizophréniques ou bipolaires se suicident. Voilà. Et enfin, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Ah bah alors, moi j'aurais tendance à vous dire faux, voilà, bien qu'on a dit plusieurs fois des choses un peu... C'est sûr que pour beaucoup de gens, c'est une maladie qui va s'inscrire dans le temps. Pour quelques personnes, mais on ne sait pas vraiment prédire qui, il se trouve qu'au bout d'un long temps, on peut constater que le trouble disparaît, même après l'arrêt du traitement. Donc il y a quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans. C'est vraiment très difficile à prévoir, mais ça veut dire vraiment que ça n'est pas sans espoir. Vraiment, ça n'est pas sans espoir. J'ajoute une chose, on parlait d'arrêt de traitement à l'instant, c'est quelque chose qu'il ne faut
jamais faire ni brutalement ni tout seul. La consigne, c'est plutôt de garder un traitement, même le plus minimal possible, à visée préventive. Et cette constance est très importante. Il faut être très précautionneux. Voilà, avec le traitement. C'est terrible ce qui arrive quand on arrête le traitement tout seul, sans son psychiatre, etc. Allez, pour finir l'émission, on va finir sur une petite actualité. Merci pour les réponses à ces vrai-faux. Une actualité Séraphine, toute crue. C'est une conférence, Marie-Paul, vous vouliez qu'on en dise un mot très rapidement, mais très très rapidement. C'est une conférence qui sera donnée par une équipe soignante de l'unité Séraphine à l'hôpital de Saint-Nicolas-de-Port. Séraphine comme Séraphine de Senlis, l'artiste d'art brut. Et la thérapie qui est utilisée à l'unité Séraphine de Saint-Nicolas-de-Port passe par l'art cru. Et ça permet de traiter, d'accompagner des personnes en crise, non pas avec une hospitalisation à plein temps, mais avec un traitement beaucoup plus court, qui utilise donc l'art cru pour avoir des résultats assez extraordinaires. Et la conférence aura lieu le mardi 12 mars à 18h à l'Amphi 52 de la Fac de Lettres à Nancy. Et vous verrez, il faut absolument venir. C'est une thérapie qui est très très rarement utilisée en France et pourtant elle donne des très bons résultats. Merci beaucoup Marie-Paul. Merci également Roman pour la préparation de cette émission. Je vous remercie beaucoup professeur Laprévotte, psychiatre au Centre psychothérapique de Nancy. Vous êtes professeur en psychiatrie de la faculté de médecine. Merci d'être venu ce matin dans l'émission. Merci José également pour votre confiance d'être venu vous raconter à notre micro. Belle journée à tous et à très bientôt pour un prochain numéro. RCN, www.rcn-radio.org